Pour agrémenter vos moments de détente, rien de mieux qu'un bon livre. Voici la chronique littéraire du samedi avec Amélie Boivin-Hanfield. Pierre, c'est maintenant mon tour de te parler de livres que j'ai lus cette semaine. Alors écoute, parle-en bien et tu me donneras le goût de les lire. Alors on va commencer, je crois, avec Annie Loisel. Oui, le titre du roman c'est Ça ira et c'est publié chez Stankey. Oui, alors c'est son deuxième roman, Annie Loisel, et on fait la rencontre de Zoé, qui est une adolescente de 17 ans, qui est atteinte d'anorexie, et son état est tellement rendu grave qu'on doit malheureusement l'hospitaliser. Et durant son hospitalisation, on va faire la rencontre d'une infirmière qui s'appelle Béatrice. Et c'est une infirmière qui va vraiment être là pour elle, pour l'encourager, qui va l'aider justement pour passer à une seconde étape, pour s'en sortir. Et on va voir aussi l'envers du décor de la vie personnelle de Béatrice parce que ça va pas très très bien avec son mari. Et on va aussi faire la connaissance des deux parents de Zoé. D'accord. Qui eux aussi, au fil des ans, souvent quand les enfants vieillissent, souvent, ce qui arrive malheureusement dans beaucoup de maisons, c'est que les parents s'éloignent, ils se perdent un peu de vue avec les enfants, surtout quand on a un enfant malade comme Zoé, une adolescente qui va pas très très bien. Alors, une belle petite histoire. C'est bien triste, non? Raconter comme ça, c'est triste, mais en même temps, l'auteur réussit à nous rendre ça intéressant, à nous rendre ça quand même touchant, mais à nous faire découvrir l'anorexie de l'intérieur, mais en y voyant aussi des points positifs, là. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur Annie Loisel a été atteinte d'anorexie il y a quelques années et elle a décidé d'en faire un roman. Alors, je te dis, Pierre, c'est pas un roman où tu vas pleurer puis que tu vas être triste en lisant, là. Toi qui aimes les trucs positifs, on y trouve quand même quelque chose de positif là-dedans. Et je crois que ce sera un bon livre à faire lire aux jeunes, justement, à l'école pour les sensibiliser au danger de l'anorexie. Bon, alors je vais le mettre sur la liste parce que j'ai effectivement des jeunes et on en croise certains, ou je dirais plutôt certaines affectées par l'anorexie. Et c'est vrai que de l'extérieur, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est drôle parce que cette histoire me fait penser à un autre roman qui est Oscar et la Dame Rose, oui. Qui est également... cette histoire de cet enfant hospitalisé dont malheureusement le diagnostic est sans aucune espérance, mais qui permet de cet accompagnement particulier et d'aller vers le mieux, quoi. Mais Oscar, j'ai tellement pleuré en lisant ce livre-là. C'est pas le cas avec celui-là, là. Bon, ça va, ça me rassure. On va y aller avec le deuxième, Dixie. Oui. Alors, Dixie, c'est le livre de William S. Messier. Alors, c'est son troisième roman. L'histoire tourne autour d'un petit garçon qui s'appelle Gervais Huot. Il a la mauvaise habitude de s'endormir lorsqu'il lui arrive des émotions qui sont très, très fortes dans sa vie. Alors, c'est assez particulier. Et il va devoir affronter des obstacles qui vont lui faire découvrir que dans la vie, il y a des gens qui peuvent être solidaires avec soi. Et il va être équipé d'un banjo qu'il va trouver. OK. Et le banjo va l'accompagner dans les épreuves de sa vie. Alors, c'est une histoire qui se déroule en 1993 et ça se déroule dans la région de Brome-Missisquoi, alors qui est une région pas très très loin d'ici à Actonville, une belle région du Québec que la plupart des gens ne connaissent pas. Alors, c'est le fun de découvrir ça dans ce roman-là, un peu comme on a pu le voir dans La fiancée américaine avec Rivière-du-Loup. Absolument. Non, dans ce livre-là, c'est Brome-Missisquoi qui est en valeur, là. Je pense que c'est toujours intéressant des romans qui sont totalement imprégnés de leur région et qui savent la faire vivre et la faire exister et en faire en fait un personnage du roman. Et ce qui est particulier dans ce roman-là, c'est qu'il y a un voleur, mais il y a un voleur de congélateurs. Alors, il va voler les carcasses dans les congélateurs des gens parce que les chasseurs amènent des carcasses et les mettent dans leur congélateur. Et là, il y a des voleurs qui viennent voler les carcasses dans les congélateurs. Alors... assez particulier comme histoire, mais j'ai l'impression que ça doit arriver dans certaines régions du Québec, des choses comme ça. Parce que de la viande, ça vaut quand même cher, là. Oui, sinon on braconnerait pas, hein. Je veux dire, le peuple québécois est un peuple de chasseurs, hein. Je veux dire, dès l'origine, quoi. On vit avec nos forêts et qui les habite. Alors, c'est un petit livre de contes et légendes, mais c'est vraiment un style unique en son genre. C'est drôle, j'ai bien aimé. Écoutez, je le mets aussi sur ma liste. Vous êtes très très forte, Amélie. 2 déjà. Alors, on y va avec mon préféré, Canada. Oui. Alors, Canada, je vais te laisser le présenter. Écoute, en fait, on va pas se mentir, hein, tu me l'as donné en main tout à l'heure, mais là, celui-ci, il va être tout en haut de la liste, tout en haut, parce que tu sais, on parlait de Ma fille, mon ange tout à l'heure, et on parlait de high concept. Tu sais, une idée de départ qui est forte. Là, je vais lire parce que c'est tellement fort. Quand les parents de Del
Paulson, 15 ans, décide de commettre un vol de banque. Celui-ci comprend qu'il doit dire adieu à jamais à son rêve de vivre une vie normale et paisible. Fantastique. Je vais laisser dire la suite, mais ça, c'est énorme, quoi. Ben, c'est fantastique. Moi, je ne connaissais pas l'auteur Richard Ford. C'est son 7e roman. Et ce roman-là a remporté plusieurs prix, dont récemment le prix Lucien Barrière, qui va lui être remis dans le cadre du Festival de Deauville. Il a remporté plein de prix prestigieux, dont le Pulitzer en 1996, cet auteur-là, pour son livre Indépendance. Et tu l'as dit, le jeune Dale Paulson, âgé de 15 ans, va fuguer et va s'en venir du côté du Canada, parce que c'est un jeune Américain. Il va traverser grâce à l'aide d'une personne et il va aller rejoindre un autre exilé des États-Unis, un monsieur qui s'appelle Arthur Remlanger et qui s'est exilé là-bas. Et cet homme-là va le prendre sous son aile, va le faire comme apprenti et il va vivre des épreuves assez particulières, le jeune Dale, et ça va faire ce qu'il est. Il nous raconte un peu son histoire à travers le roman. C'est un page-turner, Pierre, c'est bien écrit, on découvre... Ce qui me surprenait aussi, c'est de découvrir le Canada comme ça, avec le regard d'un Américain. En fait, si tu aimes les grandes sagas et tu veux découvrir le Canada vu d'un regard américain, tu as aussi un autre livre qui s'appelle « Quitter le monde » de Douglas Kennedy, qui est un livre... On en a parlé. Voilà. Et coup de cœur d'une auteure, de Anne Bonhomme. Voilà, et donc c'est également une façon de découvrir un Canada très accueillant, très calme, reposant, vu que le personnage qui a malheureusement perdu son enfant va y trouver la paix totale. Et je ne doute pas que le roman dont nous parlons, de Richard Ford, Canada, est vraiment une... Tu vois, c'est certain que celui-ci, il sera dans la maison avant la fin de la semaine. Un beau roman puissant et touchant. J'en suis convaincu. On va terminer avec... Ah non, il nous en reste 2. Oui. Alors, on y va avec lequel des 2? On va commencer par Marie Larocque, Jeanne et les autres. Jeanne chez les autres. Oui, auteur que tu connais bien. Oui, une auteure que je connais bien. En fait, je connais depuis plusieurs années, mais qui n'était pas une auteure du tout, qui était en fait une personne que j'ai rencontrée au Lexulus sur Facebook, le Scrabulus, le jeu de Scrabble. Ok. J'ai vite décroché de ce jeu-là parce que c'est une perte de temps énorme, surtout si on écrit. Mais elle est blogueuse, elle a fait un blog qui s'appelle Mémé attaque Haïti, vu qu'elle a vécu à Haïti, elle est traductrice, elle est correctrice. Mère de 5 enfants. Mère de 5 enfants, de 5 pères différents. C'est vraiment un personnage. Et là, elle livre son premier roman. Et très sincèrement, on va le dire, ça devait être mon coup de cœur parce que autour de moi, ceux qui l'ont lu ne cessent d'en dire de grands mots. Et je ne doute pas que c'est quelque chose de grand et fort. Un peu je le comparais au film d'Ettore Scola, Affreux, sale et méchant. C'est la chronique du petit peuple du plateau avant que ce quartier devienne bourgeois et riche. C'est vraiment ces pauvres gens, ces familles confinées dans des petits appartements où la morale déviante, ou tout simplement cette morale qui n'existait pas, les oblige à vivre dans ce qui est pour nous des choses inacceptables, mais qui pour eux et à l'époque paraissent comme complètement normales. Et là-dedans, il y a cette petite Jeanne, cette petite fille qui de 7 à 17 ans, je crois, raconte son quotidien. Dans un journal, c'est... Exactement. Et ce qui est très bien fait, parce que ça pour le coup, on en avait un peu parlé, c'est quand on écrit... Moi j'écris un enfant, les poissons c'est un enfant. Mais un enfant, il a 11 ans. Donc tu cibles l'enfant de 11 ans. Dans le second roman, j'ai un enfant de 7-8 ans, donc tu le cibles, mais de faire un enfant qui grandit, c'est toute une gageure, parce que l'enfant se doit bien sûr d'avoir un vocabulaire qui évolue, mais une pensée qui reste la même, qui ne fait que grandir, mais c'est la même identité, donc il faut faire très attention à conserver ça. Et je te laisse en parler parce que toi, tu l'as lu. Oui, mais ça se passe dans les années 70 et tu l'as bien décrit, dans le fond, c'est une famille totalement dysfonctionnelle où on retrouve criminels, danseuses, en fait, ivrognes, pédophiles, quelqu'un qui se suicide. J'ai trouvé que c'était très, très bien écrit. Surtout, j'étais surprise que ce soit un premier roman.
La manière que c'est écrit, c'est très, très bien écrit. Et on en parlait en dehors des zones. Tu es persuadé que ça va en faire un film éventuellement, au moins que les droits vont être achetés? Ouais, je pense parce que il y a ces romans qui vous offrent aussi exactement ce qu'on parlait tout à l'heure sur les régions. Il y a des romans qui vous offrent à voir. Hein. Ils vous offrent quelque chose de très visuel, un contexte, un milieu, un lieu en fait, hein, qui a aussi son importance, vu que là on est dans ces petites rues, ces petits quartiers pauvres. Donc je pense que oui, c'est quelque chose qui est destiné à mon avis, à aller plus loin que le simple roman. Puis tout à l'heure, bien sûr, je l'ai feuilleté, je l'ai malheureusement pas terminé, mais je l'ai feuilleté. Moi, l'accent me trahit, je viens de France. Des livres en joual, tu sais, Oui. du joual, un petit peu joual, super joual, ultra joual. J'ai souvent de la difficulté, mais là j'en ai pas du tout parce que ça sonne à l'oreille, c'est-à-dire c'est un joual tout à fait musical qui est écrit dans le rythme, c'est comme une composition de musique, et de ce que j'ai lu comme extrait, c'est vraiment c'est fluide, mais c'est le joual, c'est comme ça qu'on l'entend. Jeanne, chez les autres de Marie Larocque, on va se dépêcher parce qu'il reste peu de temps pour parler du dernier roman. Le secret des glaces, c'est un roman de Philippe Carter et c'est chez Robert Laffont. Et Philippe Carter, c'est un pseudonyme. Alors, c'est la mode en ce moment, les auteurs qui écrivent sous un pseudonyme. Alors, on ne connaît pas l'identité de cet auteur-là. Et rapidement, mais c'est l'histoire de Zoé qui a reçu en héritage de sa grand-mère, qu'elle croyait morte depuis longtemps, le devoir de protéger un secret ancestral. Et elle va être pourchassée par des tueurs qui vont l'amener dans une course folle jusqu'en Sibérie. Et elle va devoir rapidement comprendre le secret pour réussir à persévérer, excuse-moi. Alors, c'est un livre d'aventure captivant qui nous garde en haleine du début jusqu'à la fin. Les secrets des glaces de Philippe Carter. Écoutez, ça m'a l'air plutôt intéressant. Oui, c'est très très bon. Alors Pierre, on se reparle dans les prochains instants, ça va déjà être la fin de l'émission. C'est triste, mais c'est la vie. Oui.